plutôt bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce rendez-vous 60 minutes ADEPS consacré ce soir à la manipulation sportive. On vous propose donc un tout nouveau format, 60 minutes ADEPS, se concentrer sur un sujet qui fait l'actualité au sein du mouvement sportif pour vous donner un maximum d'informations, en débattre le cas échéant, et surtout vous permettre de nous alimenter aussi en réflexion et en propositions pour ce rendez-vous qu'on veut mensuel et qui fait suite donc au succès public et d'estime que nous avons reçu par rapport à celui consacré à la bonne gouvernance. Alors, on avait abordé justement cette bonne gouvernance en décembre dernier et ça s'inscrivait en droite ligne de l'engagement de l'ADEPS en faveur de la promotion et de la défense de l'éthique sportive. Et ce soir, nous allons aborder, au travers d'un très large panel d'experts, aborder un thème qui fait couler beaucoup d'encre, la manipulation des compétitions sportives, qui constitue un phénomène qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années. Le sport, comme vous le savez, est aussi une activité commerciale qui génère beaucoup d'argent. Certaines personnes cherchent à profiter de la situation à leur propre profit, et c'est un phénomène qui entache l'éthique sportive et l'ensemble des acteurs du mouvement sportif. Manipuler une compétition, ça peut avoir aussi des conséquences sportives, comme empêcher une relégation, mais ça peut avoir aussi des implications périphériques qui touchent alors aux paris sportifs, aux paris illégaux, à l'évasion, à la fraude fiscale ou encore au blanchiment d'argent. Comme vous le savez, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on reconnaît plus de 65 fédérations. Ça représente grosso modo 7000 clubs et presque 800 000 sportifs affiliés. Ça démontre en tous les cas la diversité des pratiques, la diversité des niveaux de compétition et aussi des profils socio-économiques qui constituent les acteurs du sport. Et donc, ça démontre la taille de notre secteur et ça amplifie le facteur de risque. Parce qu'en Belgique, en 2021, il y a eu plus de 41 millions de paris qui ont été placés dans des bureaux de paris. Donc, on ne tient pas compte des paris sur les sites Internet. Et ces 40 millions de paris représentent plus de 580 millions d'euros de mise. C'est dire l'importance quand même du phénomène et du secteur. Aujourd'hui, on veut démontrer que tout un chacun peut être concerné par la manipulation sportive. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous propose une brochure d'information et de sensibilisation dont vous allez pouvoir voir la couverture et on va passer en revue tout doucement le contenu. Cette brochure d'information et de sensibilisation s'appelle « Manipuler, c'est pas jouer ». Cette brochure, vous pourrez la retrouver dès ce soir sur notre site ADEPS, sur les réseaux sociaux. Je vous invite à en prendre connaissance et je vous invite surtout à la diffuser et à la relayer au sein de vos fédés, au sein de vos cercles et au sein de vos membres. Parce que finalement, la manipulation sportive, c'est un phénomène qui est complexe parce qu'il rend le sport avec un grand S comme on y tient et à l'esprit qui en découle. Ce soir, donc, comme je le disais, notre panel d'experts aura pour mission de vous dresser l'éventail le plus complet possible en 60 minutes, donc à 19h, c'est l'apéro. Notre premier intervenant ce soir nous vient de la police fédérale et plus particulièrement de la team fraude sportive. C'est Madame Christine Castells qui va nous présenter le rôle de la police au travers notamment de la plateforme nationale à laquelle participe l'ADEPS depuis 2016. Christine, bonsoir et je vous cède la parole. Bonsoir, je vais essayer de partager. Je vais couper, voilà. Voilà. Vous voyez bien? Super. Oui, tout à fait. Ok, super. Bon, merci Pierre de m'avoir invité à parler d'un sujet qui me tient à cœur, donc le fair play dans le sport. En bref, tout a déjà été dit, donc je peux terminer, mais non, je rigole. Donc, effectivement, le sport génère des milliards de dollars, génère des milliards d'euros et mobilise des milliards de personnes. Et c'est aussi un symbole de fair play, c'est une source de grande joie.
non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs. Et donc, avec autant de participation, d'influence politique, d'argent en jeu, la corruption reste un risque constant et réel. Et malheureusement, il faut bien le dire, il y a des prédateurs. Donc, il y a des gens avec des intentions moins sportives et qui sont uniquement intéressés par un moyen rapide et un moyen très facile de faire du profit. Euh, le sport, il apporte la joie aux gens et il faut empêcher toutes sortes de manipulations. C'est le message principal de ce soir, je crois. Pour être certain de savoir de quoi on parle, il faut une définition. Et je remonte un peu dans le temps, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais il faut remonter un peu dans le temps pour expliquer d'où ça vient, l'intérêt pour les manipulations dans le sport. Donc ce phénomène a toujours existé, mais la connectivité et les réseaux sociaux l'ont mis à la une, donc l'ont rendu plus visible. En Belgique, notamment, l'affaire de Zéonier a secoué le football belge, ce chinois de jeu, comme on l'appelle aussi, euh, a truqué des matchs dans les saisons de football allant de 2004 à 2006 et a suscité l'intérêt de beaucoup de partis. Suite à ça, il a été condamné à 5 ans d'effectif et il est toujours en fuite à ce jour. Le monde a découvert l'ampleur de ce phénomène de match fixing et alors plusieurs instances se sont penchées sur le problème, notamment le Conseil de l'Europe. Et grâce à la Convention de Colin, nous avons enfin une définition qui est acceptée à peu près partout dans le monde, donc vous pouvez le lire à l'écran. En 2016, nous avons réussi à mettre toutes les parties prenantes en Belgique autour d'une table, ce qui n'est pas peu dire. En Belgique, pays très compliqué, et le ministre Gaines nous a donné l'occasion de créer une plateforme nationale qui reprend toutes les parties prenantes. Donc vous voyez, voilà la plateforme nationale qui existe depuis 2016. Elle regroupe les administrations des sports des 3 communautés, comme je disais, la Belgique, pays très facile. Donc l'ADEPS fait aussi partie de la plateforme. La police fédérale donne le coordinateur de la plateforme. Il y a le parquet fédéral et puis il y a l'SPF Justice qui tient le secrétariat de la plateforme nationale. Et il y a aussi la commission des jeux du hasard et la loterie nationale. Ce sont les autorités publiques. Forcément, il y a aussi le côté sportif. Et alors là, il y a les organisations, dont le comité olympique, paralympique, les fédérations sportives, la commission d'athlètes, parce que nous estimons que c'est très important que les athlètes soient repris dans la plateforme. Et puis les fédérations, les sports qu'on voit le plus en Belgique, le football, tennis, basket, cyclisme et le hockey. Les réunions de cette plateforme sont très importantes parce qu'il faut établir, il faut perpétuer une relation de confiance entre tous les partenaires et ceci pour assurer un bon échange d'informations, mais aussi créer une forte éthique de travail. Donc, comment ça fonctionne? En Belgique, nous avons un comité de pilotage qui consiste de l'SPF Justice, les 3 ministères régionaux, des sports et puis la police. Nous nous réunissons quelques fois par année. Et puis il y a la plateforme nationale, l'Assemblée générale. Donc la suivante réunion aura lieu vendredi prochain, le 18 mars. Là, tous les partis se réunissent et c'est chaque fois un partenaire qui joue le hôte. Cette fois-ci, nous sommes invités par la Fédération du basket et ça aura lieu à Gand, au fameux stade de Kelamco, très joli pour avoir une réunion. Notre coordinateur national, c'est la police fédérale, c'est le chef de notre sport team dont je fais partie. Et puis, vous voyez aussi, il y a quelque chose qui s'appelle la concertation des signaux. Je vais expliquer plus par après, mais c'est simplement la police, le procureur fédéral et le sport ou le ministère ou le parti qui est concerné, qui se mettent autour d'une table pour discuter de la meilleure façon à traiter le problème qui s'annonce.
il faut se poser la question, pourquoi manipuler? Pourquoi, au bon Dieu, est-ce qu'on veut manipuler une compétition? Et il y a eu beaucoup d'études académiques, ils ont tous plus ou moins la même conclusion, à savoir, il y a deux sortes d'avantages liés à une manipulation dans le sport. Donc, vous voyez, il y a des avantages sportifs, donc au sein du sport, il y a des avantages non sportifs. Avec l'augmentation des contrôles, des flux d'argent, les échanges commerciaux et tout ça, le monde du sport est à la diversification et c'est idéal pour des criminels. Le sport, c'est une structure qui est très accessible. Il y a une présence d'énormément de parties prenantes. Il y a des sponsors, des agents de joueurs, des managers, il y a le staff médical, il y a les fédérations. Chacun d'entre eux peut être un auteur ou une victime d'une manipulation quelconque. Il y a énormément de sommes d'argent qui sont générées dans le sport, mais également dans les jeux d'argent. Et là, nous rentrons dans le monde des paris, où il y a énormément d'argent à être gagné. Et donc là, c'est plutôt dans la criminalité organisée. On y trouve les pots de vin, la fraude, blanchiment. J'expliquerai un petit peu plus après. Comment reconnaître une manipulation, c'est pas aussi simple. Et au Conseil de l'Europe, quand ils ont écrit la Convention de Montcalin, ils se sont dit exactement la même chose. Il fallait un genre de checklist, savoir est-ce qu'une situation est vraiment une manipulation d'une compétition. Et donc, certains pays se sont mis autour d'une table. On a réfléchi très longtemps et puis on est arrivé à trouver une typologie, un outil que je vous montre ici. Si vous voulez jouer avec cet outil, il se trouve sur le site du Conseil de l'Europe. Je vous conseille d'aller prendre connaissance, c'est très intéressant. Il classe les différents types de manipulation de compétition et tout se base sur la définition qui est fournie par l'article 3 dans la Convention de Montcalin, évidemment. Je ne vais pas aller trop en détail, juste en quelques mots, il y a une classification à deux facteurs. Donc vous voyez les types de manipulation, il y a trois types. Et puis en dessous, il y a des critères qui concernent la personne qui est à l'origine de la manipulation. Et là, nous en sommes arrivés à 4. Donc pour aller très vite, parce que je suis chronométrée, type 1, c'est une intervention immédiate dans le déroulement d'une compétition. Type 2 concerne l'identité de l'athlète, du sportif. Type 3 concerne le terrain et les outils. Et tout cela peut se catégoriser après par donc les A, B, C, D. Donc là, abus d'une position dirigeante, un abus de pouvoir, d'influence. Par exemple, dans l'abus de pouvoir, quand il faut octroyer les Jeux olympiques, par exemple, dans un nouveau pays, ben là, ben, il y a de l'influence et ça peut donner des pots de vin. Ça a été documenté assez dans les médias. Une influence externe, là on rentre dans la criminalité organisée, donc là ça n'a plus rien à voir avec le sport en soi, c'est juste pour se faire de l'argent. Et puis l'opportunisme, juste pour ce petit dernier, pour rester dans l'actualité, je peux vous donner un exemple. Par exemple, un type 2D, ce serait une joueuse, une athlète russe qui a des problèmes à rentrer dans une compétition puisque avec tous les événements, ils sont exclus un peu partout. Et cette gentille athlète, elle pourrait se dire, tiens, si maintenant, demain, j'étais serbe ou moldave, je pourrais peut-être rentrer dans une compétition. Et ça, c'est de l'opportunisme. Ça, c'est donc comment cet outil peut nous aider à savoir quelle manipulation nous avons. Plus important pour vous, je suppose, c'est le rôle de l'athlète dans tout ça. L'université de Gand a mené une enquête en 2018 auprès d'athlètes.
ils se sont concentrés sur les sports du football, le tennis et le badminton. Et la conclusion en était que 90% des motifs, des raisons pour un sportif de manipuler une compétition étaient pour des raisons justement sportives. Donc en bref, pour gagner ou pour un club pour éviter d'être dégradé la saison d'après ou pour avoir une meilleure place dans un tournoi suivant, pour obtenir une wildcard. Donc ça, c'est 90% des cas. Les 10% des cas, sur le côté droit que vous voyez, concernent les paris. Et en 2021, Sportradar, qui est une grosse boîte d'analyse de données, a trouvé que 900 matchs qui ont été offerts sur le marché des paris étaient suspects. Et ceux-là ont généré à peu près 165 millions d'euros de gains. Donc, c'est-à-dire que les paris jouent quand même un rôle très important dans les manipulations. Comment un sportif est pris au piège? Et ici, j'ai essayé de simplifier parce que c'est un modèle qui a été établi par Interpol. Et c'est un modèle qui s'applique à d'autres phénomènes également, comme le sexting par exemple. Au fond, ce modèle, ça s'appelle le grooming. Et ça s'applique à beaucoup de phénomènes. Premièrement, on fait connaissance évidemment, puis on commence une petite amitié. Les criminels sont super intelligents parce qu'ils cherchent toujours la faiblesse. Ils vont chercher où ils peuvent avoir une influence et ça peut être très très varié. Nous avons des exemples de, par exemple, un athlète dont la mère est souffrante, a besoin d'un traitement pour un cancer qui coûte très cher et donc voilà, c'est une faiblesse parce que l'athlète a besoin d'argent. C'est aussi peut-être parce que l'athlète, le sportif, il aime bien rouler dans une Ferrari et donc il lui faut beaucoup de sous pour s'acheter une grosse voiture. Donc les criminels cherchent là où il y a un point d'entrée. Puis ils commencent à donner des petits cadeaux, ils donnent de l'aide, ils offrent des Rolex. Je ne fais pas de référence à l'actualité. Et puis ils demandent un petit service. Parfois, le service n'est pas très grand. Dans le cas des paris, on peut demander à l'athlète, pour par exemple un joueur de tennis, perd le jeu numéro 3 dans le set numéro 2. C'est pas grand-chose. On ne lui demande pas de perdre le match, on lui demande juste de perdre un jeu à un moment bien précis, parce que les paris sont focalisés là-dessus. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, forcément, on est pris au piège. Et après, ben, on ne s'en sort plus parce qu'on est dans les mains des manipulateurs. Et c'est très difficile de se sortir de là parce qu'il y a des menaces, ça va parfois très très loin. Donc les conséquences, ben, les conséquences sont très diverses. Pour l'athlète et sa réputation, voire même sa carrière sportive, elle peut être cassée. Ça aura un impact sur la famille, ça aura un impact sur l'entourage. Il faut bien se dire que beaucoup d'athlètes, les sportifs, font d'énormes sacrifices, ils s'entraînent, ils veulent obtenir un résultat, ils veulent gagner, ils veulent avoir une coupe, une médaille, être le meilleur, tout simplement. Et alors, toute tricherie n'est ni plus ni moins un affront pour tous ces efforts. Donc, c'est dommage. La crédibilité d'un club en souffre aussi. Les supporters commencent à grogner. Pourquoi aller voir un match si d'avance on peut déjà se demander s'il a été truqué? L'image du sport en général en prend un coup. Des exemples sont légion, comme le cyclisme par exemple, avec tous les scandales de dopage. Et alors récemment, ben, on a eu le Footgate qui n'a pas aidé le monde du foot. Plus pratiquement, je suis approchée, je suis un athlète, quelqu'un me demande de manipuler une manipulation, alors je fais quoi là? Il y a plusieurs façons d'être approché, forcément, ça peut être un face-à-face. Là, c'est simple, on dit non.
Mais si on reçoit une petite note, si on reçoit, surtout, ça se passe surtout sur les réseaux sociaux. Mais le conseil à donner, c'est de ne pas réagir ni positivement ni négativement. Ça ne sert à rien de rentrer en discussion avec des manipulateurs. La meilleure chose à faire, c'est faire une capture d'écran, prendre des copies, rassembler autant de preuves que possible et aller en parler avec une personne de confiance. Ça peut être au sein du club, ça peut être au sein de la fédération ou un point de contact. Il est très important de ne pas le laisser aller parce que si ça ne réussit pas chez un athlète, ça réussira peut-être chez le suivant. Et bon, il faut mettre un stop, il faut mettre un halt, donc il faut absolument signaler. Toutes les actions qui influencent le résultat d'un match ne sont pas nécessairement des faits punissables. Ça, il faut bien se dire aussi. Signaler est important pour le fair play du sport. Lorsqu'une personne a détecté une forme de comportement qui dit c'est pas très juste, c'est pas très correct, et veut le signaler, mais la personne doit aussi savoir que les informations fournies seront traitées avec soin et surtout avec toute confidentialité. Donc, je crois qu'au sein de notre plateforme nationale, nous avons établi un sentiment de confiance. Donc, on peut discuter de beaucoup de choses et on peut trouver des solutions pour toute manipulation. Comment signaler? Donc, il ne faut pas rendre les choses trop compliquées. Il faut développer un mécanisme qui est fiable, qui est sûr, qui est convivial. Tout le monde sait où il faut signaler et qui peut être approuvé et mise en œuvre par toutes les fédérations et les autorités. Donc, nous avons au sein de la plateforme nationale créé un point de contact de fraude sportive. Donc, tout le monde peut signaler soit via mail, soit via téléphone. Et j'insiste que tout signalement, chaque message est traité. Donc, les messages arrivent à la police fédérale, mais tout est traité. Nous donnons toujours une réponse. Nous recevons sur cette hotline énormément de mails et pas toujours quelque chose qu'on peut poursuivre. Savoir que la femme du coach dort avec un athlète, ce n'est pas vraiment une question qu'on peut régler. Mais c'est le genre de message qu'on reçoit aussi. Beaucoup de gens se demandent, mon info, elle va où et après quoi? Je signale et puis qu'est-ce qui arrive? Mais nous recevons beaucoup d'informations. Chaque fois qu'on a une information, on enrichit. Donc, on va aussi regarder en OSINT, on va regarder sur les réseaux sociaux, on va regarder dans les médias. Et puis, s'il faut, on fait un triage au sein de la plateforme nationale, on fait un triage. Et s'il y a nécessité, il y aura une concertation avec le procureur et la fédération. Et puis là, on discute de la ligne de conduite qui est la plus appropriée. Donc, soit on laisse à la fédération, donc ce sera traité de façon disciplinaire par leur integrity officer, ou soit c'est une infraction, et alors là, il y a des poursuites judiciaires, et là, c'est l'équipe de la fraude sportive qui va décider quelle unité de police est la mieux placée pour poursuivre l'enquête. Donc ça, c'est le logo de notre équipe, donc prévention, détection, répression, c'est ce qu'on fait. On a été créé en juin 2020 au sein de l'Office central de la répression contre la corruption. C'est une équipe spécialisée, nous travaillons sur beaucoup de fronts et on essaye surtout de collaborer avec tous les partenaires. Nous ne travaillons pas tout seuls, évidemment, donc le monde sportif fait déjà beaucoup aussi. Ici, j'ai montré les exemples de Tennis Integrity Unit. Ils ont aussi une hotline, ils ont adapté leur législation, leurs règles. Le mouvement olympique en fait beaucoup aussi et évidemment, l'UEFA ne pouvait pas rester sans rien faire. Donc, eux, ils ont le motto Recognize, Resist, Report.
Et c'est ce qu'on conseille toujours à tout le monde, c'est reconnaître la manipulation, résister à toute forme de manipulation. Et puis, quand il y a une manipulation, ben, il faut le dire, il faut dire non. Et puis, il faut le dire à quelqu'un. Ne restez pas sans action. Allez vers un point de contact à qui vous faites confiance. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours prendre contact avec notre équipe, soit par mail, soit par téléphone. Je vous remercie pour l'attention. J'espère que je n'ai pas trop dépassé et je repasse la parole à l'adepte. Merci Christine. Non, tu n'as pas trop dépassé, c'était impeccable, c'était très complet. On n'en attendait pas moins de toi. Je vais faire une petite communication de service pour savoir si Roland Louski peut prendre la parole parce qu'il a rencontré un petit souci technique. Bonjour tout le monde. Bonjour. Plutôt bonsoir, voilà. Donc, voilà. Je vais juste vous présenter en 2 mots, comme ça vous allez pouvoir faire votre présentation dans des conditions, je l'espère, qui pour vous sont malgré tout confortables. Donc voilà, on va aborder maintenant le sujet de la loterie nationale. Pas besoin de vous la présenter, hein, puisqu'elle contribue à faire des heureux au travers de ces jeux de tirage, de grattage, mais elle propose aussi des paris sportifs tout en étant l'un des principaux partenaires du mouvement sportif en Belgique. Alors, oui, pour évoquer cet engagement aussi contre les manipulations sportives, comme on vient de le dire, c'est Roland Louski qui va nous présenter tout ça. Il est juriste d'entreprise au sein de la Loterie nationale et également membre de la plateforme nationale. Merci beaucoup et veuillez m'excuser en fait pour ces difficultés techniques. Donc en fait, je vous parle à partir de mon téléphone et donc je ne verrai peut-être pas en entier la présentation, mais en tout cas, je vais essayer de faire au mieux. Donc, comme a dit M. Biliquet, nous vous remercions en tout cas de nous avoir invités aujourd'hui pour vous présenter la Loterie nationale, qui est en fait le premier mécène de Belgique et qui est aussi un opérateur de jeux de loterie et de paris sportifs. Et dans ce cadre-là, il est intéressant, je crois aussi, de faire un petit peu donner un aperçu de ce que la Loterie nationale, en tant que premier mécène de Belgique, finance les différentes activités, dont les activités sportives en Belgique. Vous pouvez voir sur ce graphique, en fait, que la Loterie nationale, chaque année, consacre 200 millions aux bonnes causes. Et cette somme est répartie entre différents blocs. Les blocs qui concernent le financement direct d'une partie des communautés et régions, donc les 3 communautés et régions de la Belgique, une partie qui concerne le financement d'institutions fédérales qui sont expressément nommées dans la loi de la Loterie nationale, ainsi qu'une partie qui concerne des contributions spéciales à des autres institutions qui sont nommées dans un arrêté royal séparé, qui est pris chaque année par le ministre compétent chargé de la Loterie nationale, dans lequel se trouve le prestige national, où je reviendrai plus tard, et des appels à projets. Prochain slide, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que la Loterie nationale, comme je vous l'ai dit, est le premier mécène qui effectivement a aussi un rôle très important à jouer dans la société et qui, par ce biais-là, contribue par des dotations exceptionnelles ou bien régulières à différents projets au sein de la société belge. Ici, ce sont des exemples qui montrent que récemment, la loterie s'est engagée pour aider les inondations, pour aider les secteurs culturels et sportifs qui étaient en fait en souffrance par rapport au Covid. Elle agit aussi d'un point de vue acteur responsable au niveau de la proximité lorsqu'elle finance des projets vraiment liés à des initiatives locales ou communales pour, par exemple, l'achat de demeures pour héberger des femmes battues ou bien des personnes en nécessité. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, en fait, je vais vous parler du prestige national et dans ce cadre-là, en fait, la Loterie nationale a une enveloppe budgétaire qui est chaque année déterminée par le ministre compétent.
Et dans ces différents projets qui sont soumis à la loterie nationale, il y a une répartition entre les projets liés à l'art et la culture, la solidarité, le sport ou les sciences. On peut voir que chaque année, il y a plus ou moins 50 projets qui sont liés au sport. Et donc, ce sont des demandes de subsides qui nous sont rentrées par différentes fédérations ou clubs sportifs qu'ils ont pensé à réaliser un projet qui permettrait justement de rayonner au niveau national, voire international, par rapport à leurs activités. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, nous donne un canal de communication très important avec les fédérations sportives. Prochain slide, s'il vous plaît. Et qui fait que nous sommes un partenaire structurel des différentes fédérations sportives en Belgique. Il faut savoir que nous avons 26 fédérations sportives et récréatives avec qui nous sommes en communication constante, avec lesquelles, évidemment, nous mettons aussi l'accent sur le sport amateur, à savoir l'éducation, le respect des principes de non-discrimination, de faire en sorte que le fair play soit promu au sein des fédérations sportives par les différents affiliés, ainsi que les questions plus, je veux dire, plus pratiques concernant les programmes de lutte contre la corruption et autres. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc ici, vous voyez en fait l'illustration de 26 fédérations sportives que nous avons, avec qui nous avons une relation constante et avec qui nous participons aussi à l'élaboration de projets qui nous sont soumis dans le cadre d'une demande de subside. Prochain slide, s'il vous plaît. Ici, effectivement, nous avons aussi une autre casquette en tant que loterie nationale, non seulement les subsides, en tant que subsides pour promouvoir le sport amateur, mais aussi le sport professionnel. Il faut savoir que nous sponsorisons de grands événements, comme récemment le championnat du monde qui s'est tenu à Leuven, l'équipe nationale de football, de hockey. Nous participons aussi au financement de l'équipe paralympique. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes aussi amenés à participer à des projets qui sont mis en place par des autorités fédérales du sport. Et dans ce cadre-là, nous avons clairement un rôle à jouer. Il faut savoir que les partenariats avec ces différentes entités sportives portent généralement sur la bonne gouvernance au niveau des fédérations en tant que telles, c'est-à-dire la composition du conseil d'administration, une gestion transparente, une gestion financière saine, des valeurs sociales aussi, l'inclusion sociale, l'intégration, les questions de genre qui y sont traitées. Les valeurs sportives, donc je disais, le fair play, les matchs truqués, les violences sexuelles qui peuvent avoir lieu au sein des fédérations sportives. Tout ça, en fait, ce sont des critères que nous prenons en compte lorsque nous recevons une demande de subside qui est introduite par une des fédérations pour justement mettre en place des projets dans ces différents domaines. Donc, il faut savoir que aussi la Loterie nationale a vraiment un dialogue ouvert avec ces fédérations sportives qui viennent nous présenter aussi leur programme annuel, qui viennent nous présenter les bonnes pratiques, qui nous demandent aussi de l'aide au niveau de certains dossiers qui voudraient finaliser par rapport à certains projets. Donc, nous sommes vraiment en relation constante avec les différentes fédérations sportives. Ça, dans le cadre des subsides. À côté des subsides, nous avons le sponsoring. Donc, en fait, ça, c'est vraiment l'aspect plus commercial des activités de la loterie nationale. Et nous avons un sponsoring qui se décline en trois éléments, le sport, la culture ou la proximité. Essentiellement, au niveau du sponsoring, vous nous voyez apparaître par rapport à certaines marques. Et clairement ici, la différence par rapport à des opérateurs privés, les marques que nous favorisons, ce sont des marques de proximité et qui font
la promotion de nos produits les moins dangereux au niveau des jeux de hasard, donc c'est-à-dire les jeux de loterie, c'est-à-dire le loto par exemple, ou bien Euromillions, où nous avons sponsorisé la Ligue, le championnat national de basket ou de volley, et dans le cyclisme, où nous participons évidemment à l'équipe cycliste Lotto Soudal ou Destiny maintenant pour les personnes, ou bien lorsque nous sommes un des sponsors officiels de l'équipe nationale des Diables Rouges. Voilà. Il faut savoir aussi que la Loterie nationale est aussi un opérateur de paris sportifs à côté des opérateurs privés qui sont fortement présents sur le marché belge. Et nous offrons en fait dans ce cadre-là aussi des paris sportifs. À la différence évidemment des opérateurs privés, nous avons toujours à cœur d'offrir des paris sportifs sur des championnats ou des sports qui ne sont pas sujets, en tout cas qui nous permettent d'avoir une certaine garantie quant à l'innocuité d'un quelconque souci de manipulation. À savoir que, évidemment, les championnats qu'on offre, ce sont des championnats qui sont reconnus sur le sol européen. Ce ne sont pas des compétitions qui ont lieu dans des pays exotiques, ni dans des compétitions amicales qui pourraient avoir lieu et où on ne pourrait pas, évidemment, s'assurer de la véracité des résultats. La Loterie nationale, en fait, depuis 2013, offre ses paris sportifs, d'une part dans son réseau physique et d'autre part en ligne. Et récemment, en fait, elle a relancé sa marque Score en ligne et aussi sur son réseau physique et en ayant vraiment à cœur de respecter un certain nombre de critères par rapport au type de sport proposé, au type de compétition qui sont proposées, et en mettant aussi en œuvre les règles de bonne gouvernance et les règles de lutte contre les manipulations sportives, et ce, à savoir que depuis 2015, la Loterie nationale est membre du GLMS, je reviendrai un peu plus tard dans la présentation, et elle est membre aussi de la plateforme nationale en tant qu'entreprise publique qui a un devoir de service public pour offrir aussi des paris sportifs sûrs et non addictifs, contrairement à ce que pourrait offrir la concurrence en Belgique. Au niveau de GLMS, pour revenir dessus, qu'est-ce que GLMS? En fait, c'est une initiative privée qui a été mise sur pied par les différentes loteries au niveau international et qui a pour objectif de fournir un service d'alerte et de monitoring auprès des différentes loteries membres. Il faut savoir que depuis lors, en fait, sa base d'adhérence a été augmentée. Non seulement les loteries qui étaient à la base de GLMS ont été rejointes aussi par des fournisseurs de services qui sont actifs sur le marché des paris sportifs, mais aussi des entités comme Interpol ou bien Europol ont des accords avec GLMS, ainsi que d'autres entités, des entités sportives ou autres. Et donc la Loterie nationale, en tant que membre fondateur de GLMS, reçoit quotidiennement des alertes de la part on peut appeler des surveillants de GLMS, qui, eux, ont accès à l'ensemble des manifestations et compétitions sportives dans le monde et qui, en fonction de critères qui sont préétablis, peuvent nous alerter de suspicions de manipulation de compétitions sportives. Et en fonction de ces alertes, nous prenons des dispositions qui conviennent, à savoir que d'une part, nous vérifions en interne si ce genre de compétition est offert au public. Si c'est le cas, effectivement, nous désactivons l'offre qui est faite et nous refaisons en fait un rapport directement à l'autorité ici en question, à savoir la plateforme nationale. Nous lui envoyons directement cette notification ainsi que notre résultats de recherche pour voir si oui ou non nous offrions ce produit auprès de nos clients. Il faut savoir que c'est un système très transparent, donc chacun reçoit la même information, que cette information est communiquée directement auprès des responsables et renvoyée auprès de la plateforme nationale qui, le cas échéant,
aussi pourrait renvoyer auprès des fédérations sportives qui sont membres de cette plateforme. Mais cela se fait aussi par l'autre voie, par GLMS, avec qui effectivement GLMS a des contacts comme la FIFA, l'UEFA ou le comité international olympique. Il faut savoir qu'aussi GLMS, outre son rôle de plateforme fédérateur des différentes loteries dans le cadre de ce monitoring des compétitions sportives et de la lutte contre les manipulations sportives, a aussi récemment introduit une demande de financement dans le cadre de Erasmus+, au niveau de l'Union européenne pour mettre sur pied un système d'éducation des sportifs amateurs et sportifs professionnels féminins pour mettre en exergue justement les risques liés aux compétitions et à la manipulation des compétitions sportives. Donc indirectement par le fait que en tant que loterie nationale, nous étions membres de GLMS et en tant que loterie nationale, nous subsidions aussi la Fédération belge de football. Nous avons pu aussi participer à cette campagne de sensibilisation auprès de certains joueurs ou bien de certaines fédérations qui sont actives dans le monde du sport. Donc, de manière générale, la loterie nationale participe de manière active à la sensibilisation des différents intervenants dans le monde du sport, que ce soit par sa politique de subsides et par le suivi de ses contacts qu'elle a avec les fédérations sportives, ou bien par sa politique au niveau de sponsoring dans le cadre de ses relations avec les équipes nationales ou bien avec le CIEB, et donc a vraiment cette tâche à cœur de veiller à ce qu'il y ait une prise de conscience de la part des différents acteurs dans le monde sportif, qu'il y a des risques liés à la manipulation des compétitions sportives et que nous veillons en tant que loterie nationale à les accompagner autant faire se peut, soit dans le cadre du GLMS, soit dans le cadre de la mise en place de politique de gouvernance pour certaines activités qui nous sont soumises dans le cadre des subsides, et que nous considérons ceci effectivement comme une mission de service public que la Loterie nationale a à cœur de remplir avec le plus haut degré de professionnalisme auprès de nos partenaires. Voilà. Donc j'ai résumé en 10 minutes, plus ou moins, je crois, quelle était la position de la Loterie nationale en la matière. Très bien. Merci Roland Louski de nous avoir partagé cette vision globale de la Loterie nationale. Et sans transition, on va passer à l'intervenant suivant parce que le jeu, au même titre que le tabac, l'alcool et autres substances, peut conduire à une forme de dépendance et donc conduire aussi à des difficultés personnelles ou à des tentatives aussi de falsifier des rencontres. Et on le sait, les sportifs et les sportifs constitue un public à risque et dans ce cadre-là, l'ASBL Pélican offre un service d'accompagnement aux personnes qui souffrent d'addiction. Et pour évoquer ce problème et cette addiction au jeu et les pistes de solutions et d'attention qu'il pourrait y avoir, on accueille François Mertens qui est psychologue et donc qui travaille à l'ASBL Pélican. Bien, merci beaucoup pour cette présentation et pour cet accueil. Je vais vite partager mon écran. Donc déjà, premier challenge, ça va être de pouvoir tenir dans le cadre des 10 minutes. Voilà, alors moi, donc je suis psychologue à l'ASBL Pélican depuis plus de 10 ans, qui est un centre ambulatoire spécialisé dans les addictions au nord de Bruxelles, et je coordonne un site d'aide aux joueurs qui s'appelle Joueurs Aide en ligne, qui est un site d'accompagnement et d'information pour les joueurs en difficulté. Alors je voulais, avant de parler de nos services, parler des joueurs. Il faut savoir qu'en Belgique, d'après une étude récente de 2018, ils sont environ 63% majeurs belges à déclarer avoir joué à un jeu de hasard dans les 12 derniers mois. Donc ça fait quand même un beau paquet de joueurs. Et moi ici, j'en choisis un jeune homme, Alexis, qui a 18 ans, qui en 2018 était en réto, hein, donc voilà, il était en
en fin de secondaire. Et 2018, c'est la Coupe du Monde. Alexis, il a commencé avec l'engouement médiatique des paris sportifs, voilà, qu'il a pu voir. Il a commencé à parier. D'abord pour du beurre, hein, il a parié sur des applications gratuites, notamment Mon Petit Prono, peut-être que vous avez déjà entendu parler, avec des amis. Il a commencé à trouver ça assez fun. Et voilà, notre Alexis était dans ce qu'on va dire une sorte de joueur récréatif, dans un début, dans une initiation au jeu. Et si ce n'est que rapidement, ça a été facile de passer d'une application gratuite à se dire, mais je vais rentrer dans le game, comme on me propose au niveau publicité, et parier pour de vrai. Et coup de chance, il a commencé à gagner de l'argent. Donc au niveau émotionnel, il y a tout un cocktail émotionnel de plaisir, d'adrénaline. Et puis se dire que finalement, s'il a gagné, c'est pas parce qu'il a eu de la chance, c'est parce qu'il est compétent. C'est parce qu'il est suffisamment informé. Et en fait, Alexis, c'est aussi un joueur de football dans un club de sport en provincial. Et donc, quelque part, il se dit, mais si je m'y prends bien, si je recommence, peut-être que je peux gagner de l'argent. Ça peut être un bon moyen de finalement finir mes fins de mois. Et donc, au niveau des études, je trouve ça quand même intéressant de savoir que l'entrée dans les jeux de hasard et d'argent se fait de plus en plus via les paris sportifs. Il y a une étude qui a été faite en Flandre. On constate que 19% des élèves de secondaire de 17 à 18 ans ont déjà misé sur un match de sport. On se rend compte aussi que les sportifs, les jeunes sportifs, ils sont potentiellement plus à risque de commencer les jeux de hasard tôt, les paris sportifs, et plus de 10 fois plus à risque d'avoir des mises de manière risquée. Alors, on sait que les paris sportifs, ça se passe beaucoup aussi en ligne. Et les études de prévalence au niveau du jeu excessif mettent en avant qu'il y a plus de risques de jouer en ligne par rapport à un jeu en dur. On se rend compte aussi qu'au niveau publicitaire, il n'y a rien à faire. Les spams, les pop-up, la plupart des adolescents sont exposés à des publicités pour les paris. C'est un fait. Et de plus en plus, il y a une sorte de normalisation, de banalisation de ce que c'est parier. Ça devient aussi normal, enfin, entre guillemets normal, que de voir un match de foot entre copains avec une bonne bière à côté. Je reviens avec Alexis. Alexis, il faut pas croire, la publicité, il va l'avoir partout. Ça peut être dans son club de sport avec une petite, voilà, avec son maillot, au niveau du sponsoring. On va le voir sur le terrain. On va le voir dans les fameux digiboards qu'on voit sur les côtés des matchs de foot. On va le voir sur le ticket d'entrée dans le stade. On va le voir sur plein d'applications et encore, ou alors des personnes, des personnalités influentes auprès des jeunes qui vont faire vraiment l'importance des paris sportifs. Et ça monte, et donc quelque part, Alexis est inondé de publicité et il continue à jouer de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que les paris, comme tous les jeux de hasard et d'argent, sont faits pour à terme donner un bénéfice à l'opérateur. Et donc Alexis va commencer à perdre de l'argent. Et plus il va perdre de l'argent, plus il va essayer de le récupérer en jouant davantage et davantage. Et plus il va essayer de le récupérer, plus il va reperdre de l'argent. Donc progressivement, c'est un petit peu comme l'image que vous voyez au-dessus, c'est comme un ressort. Il gagne un petit peu, mais il perd plus. Il gagne un peu, mais il perd plus. Et donc finalement, les conséquences deviennent de plus en plus importantes, financières, mais aussi Alexis va commencer à s'isoler. Il va commencer à se sentir mal à l'aise par rapport à la situation. Il va commencer à avoir des difficultés, à avoir des difficultés émotionnelles. Et donc, il rentre dans une catégorie qu'on va dire de joueurs à risque. En Belgique, ils sont estimés, d'après une étude de 2017, à 386 000, pas plus ou moins 386 000 joueurs. Quand on dit à risque, on veut dire par là que le jeu a une conséquence. Que le jeu a des difficultés, n'est plus vraiment un jeu. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Alexis? Il rentre dans ce qu'on appelle, il passe d'une phase de gain à une phase de perte, ou quelque part, il court derrière cet argent qu'il perd immanquablement, et plus il court, plus les difficultés s'accumulent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau des indices de jeu excessif qu'on va pouvoir repérer, de perte de contrôle, il y a l'obsession du jeu, le fait que les paris, la préparation des paris, le fait de parier, l'après, ça va prendre de plus en plus de place.
On va voir notamment Alexis, par exemple, qui va s'inscrire sur Twitter, sur des communautés de parieurs. Donc, ça devient quelque chose, quelque part, de social, mais aussi quelque chose, comment je vais dire, qui va l'amener à parier encore et encore. L'augmentation des mises. Il a peut-être commencé avec une mise de 50 cents, d'1 euro, mais au fur et à mesure, c'est plus le fun. Il va parier 10 euros, 20 euros, voire plus. Le fait qu'il va essayer d'arrêter, mais qu'il ne va pas y arriver. On va voir aussi que dans les périodes d'arrêt, il peut y avoir une perte de plaisir, des problèmes de sommeil, des problèmes d'irritation. La question de la fuite, c'est aussi l'idée de dire quand je joue, je ne pense plus à rien, je ne pense plus à rien d'autre. Donc tout ce qui est émotionnel, par exemple un conflit, de la tristesse, de la colère, quand je joue, je n'y pense plus. Donc le jeu peut être une forme d'antidépresseur, mais un antidépresseur quand même. Le désir de se refaire, j'en ai parlé. Les mensonges, de plus en plus, ça devient un peu honteux. Il y a un sentiment de culpabilité, donc on va continuer à jouer, mais dans les mensonges et dans l'isolement. Éventuellement les fraudes, la perte d'une relation importante ou d'un emploi. Et enfin, le recours aux autres afin d'éviter la catastrophe financière. Les emprunts auprès des amis, auprès de la famille, auprès de la banque éventuellement, qui vont mettre plus de difficultés que ce qu'il y a encore. Alors, notre Alexis, en continuant, il va arriver dos au mur dans ce qu'on appelle une phase de désespoir. Et c'est là qu'il va éventuellement demander de l'aide auprès du pélican. Donc, c'est là que nous, on intervient souvent quand les difficultés sont assez importantes. Donc, nous, ce qu'on propose globalement, c'est d'abord un lieu d'écoute pour permettre à des personnes comme Alexis ou d'autres de pouvoir parler sans honte, sans culpabilité de ce qu'ils vivent, de pouvoir essayer d'imaginer ensemble des solutions pour réduire et arrêter la pratique de jeu. On pose également un groupe de parole pour pouvoir échanger autour de ces difficultés, de pouvoir apprendre aussi d'autres personnes, d'autres vécus. On fait de la prévention en milieu scolaire, en milieu professionnel, et on propose de la formation pour les professionnels qui sont confrontés de près ou de loin à des problématiques de jeu. Alors, il y a encore un élément que je trouve important à vous communiquer, qui va prendre quand même un petit peu de temps. Une de nos préoccupations, c'est vraiment, vous l'aurez compris, de dire mais comment ça se fait que les joueurs ne viennent pas consulter plus tôt quand il y a un début de problème. Ici, il y a quelques chiffres, je ne vais pas tous les commenter, mais on se rend compte en fait que les joueurs sont dans une forme d'ambivalence, c'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent, mais ils se disent que s'ils ont le jackpot, s'ils s'y prennent bien, ils vont récupérer cet argent. Et donc, quelque part, ils ne sont pas forcément prêts à arrêter. Et ils ne savent pas non plus où s'adresser, où est l'aide qui est disponible. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir aller vers eux de façon plus directe. Et donc, avec un partenariat néerlandophone, on a créé 2 sites d'aide en ligne pour les joueurs. Voilà, pour contourner les freins qui sont évoqués ici. Donc, le fait que le jeu excessif, souvent, on en parle peu. Cette empreinte de culpabilité, il n'y a pas si longtemps, on parlait du vice du jeu. C'était moralement douteux. Maintenant, on parle plus de malade du jeu. Mais il y a quand même quelque chose qui est fort de l'ordre du tabou. On commence à en parler un petit peu, mais peu à peu d'être disponible. Et comme je vous ai expliqué, le joueur qui est dans une ambivalence entre vouloir continuer à jouer pour éponger les dettes. Alors, donc on a créé un site d'aide en ligne. Le but, quelque part, c'est de dire, voilà, une personne qui est après sur Internet, jeu, besoin d'aide, par exemple, tomberait sur notre site. L'idée, c'est d'informer, d'accompagner. Alors, l'information, ça peut être sous forme de test. Donc, vous avez en haut à gauche se tester. Donc, ça permet aux joueurs de se situer dans sa pratique de jeu, entre jeu récréatif et jeu excessif. De l'information, voilà, sur les aides disponibles, sur la dépendance au jeu, sur la dynamique du joueur qui perd le contrôle, sur le budget, le surendettement. Enfin, c'est quelque chose de très général en lien avec le jeu excessif. Vous avez une partie s'orienter qui on va dire, qui est une cartographie des aides possibles en Belgique francophone pour les joueurs, également pour l'entourage. Et puis le cœur du site, c'est l'aide en ligne que vous voyez à droite de votre écran, qui est vraiment l'idée, c'est de permettre aux joueurs de faire un programme qui s'étale en fait sur 12 semaines, 3 mois, où le joueur est invité vraiment à prendre conscience de la façon dont il joue, dont il mise,
à repérer les situations à risque, à pouvoir travailler dessus. Et le cœur de ce programme, c'est la possibilité d'être accompagné par un psychologue via des chats. Donc une messagerie instantanée une fois par semaine. C'est anonyme, c'est gratuit. Et voilà, c'est quand même assez encourageant parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes qui s'inscrivent sur l'aide en ligne, c'est leur première démarche. Et donc ça nous encourage vraiment à, voilà, à poursuivre nos efforts et voilà, et aller vraiment vers le joie. Voilà, j'ai une petite vidéo qui présente l'aide en ligne, mais vu le temps, je m'en abstiendrai. Mais si jamais vous allez voir sur Joueur Aide en ligne, vous aurez toutes les informations. Alors, en gros, ça résume ce que je viens de vous dire. Donc, c'est un programme qui est anonyme, qui est gratuit, peut se faire de façon autonome ou accompagné d'un psy, qui est spécialisé dans les addictions. Ça permet de faire le point sur ses habitudes de jeu, définir un objectif concret, que ce soit de diminuer ou d'arrêter le jeu, repérer et gérer les situations à risque, créer et consolider de nouvelles habitudes en lien avec l'objectif, prévenir le retour au jeu excessif et surtout, l'idée aussi, c'est de faciliter la transition vers l'aide locale, l'aide en face à face. Donc c'est vraiment un pont entre l'aide en ligne, parce que la visioconférence, parfois, on en a un peu tous marre, et, euh, et le passage à l'aide locale directe. Voilà, en gros. Je m'arrête là pour laisser un peu de place à notre dernier intervenant et merci beaucoup voilà, pour toutes ces interventions très intéressantes. Mais c'est nous qui vous remercions parce que c'est la démonstration aussi qu'il y a des outils concrets et utiles qui sont mis en place et qui existent pour venir en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés dans leur quotidien et on sait que ça peut être très très complexe. Et donc notre dernier intervenant, c'est sans préjuger de la pratique sportive des autres intervenants, mais c'est notre homme de terrain pour ce soir. Cédric Amier, il est ancien juge de chaise internationale en tennis. Il est aujourd'hui superviseur international pour l'ITF, c'est la Fédération internationale de tennis. On le sait, le tennis est particulièrement ciblé par les manipulateurs et lui va nous expliquer un petit peu son rôle, mais aussi ce que l'ITF et l'AFT, donc l'association francophone de tennis en Belgique, ont mis en place pour prévenir et contrer le phénomène. Bonsoir Cédric. Bonsoir, merci beaucoup déjà pour cette invitation. Forcément, Madame Castel avait commencé directement à parler du tennis. C'est évident que le tennis est un des sports malheureusement un peu pointé du doigt. Et je vais réexpliquer pourquoi. Pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière. Avant les arbitres de chaise tels que moi, on arbitrait dans les mains avec une feuille d'arbitrage. On écrivait ce qu'on peut encore voir maintenant sur les terrains au niveau régional et parfois national. On écrivait le score sur une feuille. Ici, ça n'est plus du tout le cas depuis quelques années grâce à l'arrivée des tablettes connectées. Forcément, c'est une sorte d'iPad, une sorte de téléphone connecté qui permet maintenant à tout le monde en temps réel d'avoir le score du match. Ça va tout changer parce que à la base, c'était juste cette avancée technologique, elle est arrivée juste pour nous aider, nous officiels. Et puis après, forcément, notamment les organismes de paris sportifs se sont rendus compte que ça pouvait ouvrir des portes vers d'autres opportunités de paris et du pari en temps réel, au point par point. Et Madame Castells l'a expliqué, malheureusement, qui veut dire point par point, veut dire aussi possibilité de manipulation au point par point et effectivement une possibilité de perdre tel point ou de gagner tel point, mais aussi pour les officiels de changer comment dire, un point à certains moments. Forcément, ce problème, c'est que certains parieurs sont devenus aussi des tricheurs en voyant la possibilité de parier au point par point, mais en étant liés directement au tournoi, en étant directement sur place, ou en envoyant des émissaires qu'on appelle les courtsiders, qui leur permettent de savoir en permanence qui va gagner le point avant que celui-ci ne soit fini. Il faut savoir qu'au tennis, l'arbitre de chaise, le point est terminé à partir du moment où l'arbitre annonce que le point est terminé, soit en donnant la balle faute, soit parce que la balle a touché quelque chose.
Ça se traduit comment? Ça se traduit par simplement l'arbitre va appuyer sur sa tablette et c'est ça qui va arrêter le point, mais aussi, en clair, arrêter les paris dans le monde. Forcément, une fois qu'un parieur est à l'intérieur de l'enceinte du tennis, on parle plus et qui peut savoir quand, comment dire, l'issue du point, on parle plus de jeu de hasard, mais bien de tricherie. Et notre façon d'arbitrer a dû évoluer aussi avec cette nouvelle donnée et l'utilisation des tablettes, parce qu'avant, aujourd'hui, on tape d'abord directement sur la tablette dès que le point est terminé, et puis après seulement on annonce, alors qu'avant, on annonçait et puis on écrit. Ça paraît cosmétique comme ça, mais ça change un peu tout. Les arbitres de chaise, mais aussi les juges de ligne, dont moi je m'occupe sur les grandes compétitions internationales, et moi-même et les juges arbitres, on est également très très attentifs à ce qui se passe dans les tribunes, à ces fameux courtsiders, parce qu'on a le devoir de rapporter aux instances du tournoi tout comportement suspect dans les tribunes. Forcément, les ordinateurs, les tablettes sont interdites et l'utilisation des téléphones portables doivent être réduite le plus possible. Le public étant prévenu, il sait s'il a un comportement suspect, il pourra être contrôlé, voire expulsé des tribunes. Et, parfois, on a des situations très cocasses parce que les courtsiders ont énormément d'imagination. Donc, ces gens qui sont là pour rapporter ce qui se passe par téléphone, donc à d'autres personnes qui parient partout dans le monde. Parfois, ils usent de déguisements, ils usent parfois de fausses mains. On voit des gens vraiment transformés complètement. On voit des gens aussi on a l'impression qu'ils ne bougent pas, mais en fait, leurs mains sont à l'intérieur et utilisent des dispositifs pour pouvoir envoyer des informations. On parle plus du tout là de petites triches, mais vraiment de triches très importantes liées, je pense que Madame Cassel sera d'accord, avec des réseaux internationaux plus que troublants. Ce sont évidemment pas les officiels de tennis qui vont les arrêter, mais ce sont les officiels de tennis qui souvent aident à les repérer dans les tribunes, et tout ça en arbitrant. L'autre problématique qui est liée à la première, c'est la tentation pour certains joueurs, mais aussi pour certains officiels, de délibérément décider de l'issue d'un point, d'un set ou du score du match, afin de permettre à certains parieurs de parier sur un score connu. Madame Castels l'a expliqué, il suffit de dire écoute, je vais perdre chaque fois le premier point de mon jeu de service. Et voilà, on a à chaque fois des gains sûrs. C'est ce qu'on pense, sauf que forcément, tout le monde, en tout cas, que ce soit les organismes de paris, que ce soit nous aussi, on vérifie à chaque fois ce qui se passe et comment dire, tout ce qui peut être suspect, en tout cas, tous les paris qui peuvent être suspects au point par point. On parle ici clairement de manipulation sportive. C'est évidemment extrêmement grave et ça mène les officiels et les joueurs incriminés à des sanctions forcément, malheureusement pour eux, exceptionnelles, qui peuvent aller jusqu'à la radiation à vie pour les officiels. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a 9 officiels partout dans le monde qui ont été bannis à vie. Il y en a d'autres qui sont sanctionnés pour un certain temps et leurs noms sont publiés sur les sites internet de fédérations internationales de tennis. Donc c'est quand même pas rien, parce que c'est pas seulement une radiation, c'est aussi votre nom est mis en place publique. Ok, vous avez fauté, mais voilà, on va l'expliquer à tout le monde, c'est une condamnation. Et pour les joueurs, c'est un peu pareil, ça peut aller à des suspensions très importantes de plusieurs années. Alors pour éviter cette issue dramatique, forcément, la Fédération internationale, l'ITF, mais aussi les associations de joueurs que sont l'ATP, la WTA et forcément toutes les fédérations ont mis des choses en avant. On joue beaucoup sur l'éducation, mais pas que. Au niveau des officiels internationaux, chaque année, nous devons signer électroniquement une charte qui nous réexplique nos devoirs. Il faut savoir que tous les officiels de tennis, depuis très longtemps, ont un code de conduite, de bonne conduite, mais que maintenant, ce code de bonne conduite est réellement axé
sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est forcément paris sportifs et l'intégrité du sport, la Tennis Integrity Unit, comme en a parlé déjà Madame Castells. Ça, c'est vraiment les points qui sont très importants. Forcément, dans tous les tournois aussi, il y a un screening systématique de tous les accrédités. Screening, ce qui veut dire qu'on passe au crible. Si moi, je suis chef des arbitres, la semaine dernière, c'était le cas, j'étais chef des arbitres d'un tournoi WTA en France. Quand je fais mon accréditation, mon nom est passé au screening pour voir si j'ai des comptes de paris, pour voir si j'ai une activité, etc. Et si c'est le cas, mon nom paraît en rouge. Donc ça, on explique aux officiels, aux nouveaux officiels, parce que évidemment, c'est très important qu'ils sachent dans quoi ils mettent les pieds. Il y a aussi, et ça c'est plus important encore pour nous, maintenant, un contrôle systématique des données de nos tablettes. Il faut savoir que ça nous arrive tous parfois d'écrire que c'est le joueur de gauche qui a gagné le point alors que c'est celui de droite. Donc de faire une faute, si c'est le cas, ben, on a un petit bouton qui s'appelle undo, comme sur vos, sur n'importe quel téléphone, ok, undo, et on remet le score correct. Sauf que au bout de 3 undo, il y a là aussi un grand, un grand carré rouge qui s'inscrit et nous avons des comptes à rendre à la fédération. Nous avons un rapport à rendre et nous sommes entendus parce qu'effectivement, si un arbitre s'est trompé, c'est peut-être qu'il ne s'est pas juste trompé, mais qu'il a volontairement lui fait une manipulation. Forcément, également, on fait très attention aux réseaux sociaux, je le disais, parce que là, on explique aux officiels qui ne peuvent pas communiquer sur le fait d'être sur un tournoi international au moment où ils le sont. Pourquoi? Pour ne pas être approchés par des parieurs ou par des gens mal intentionnés qui pourraient effectivement les approcher pour avoir. Parfois, c'est juste des informations, mais aussi tenter de leur dire de manipuler la compétition. On fait très attention à ce qu'on dit parce que maintenant, effectivement, toute information peut être utilisée contre nous. Et une autre chose qui est très importante, c'est qu'on a l'obligation de rapporter tout comportement suspect, y compris aussi si on voit quelqu'un de notre entourage qui a une connivence avec qui que ce soit, on est obligé de le rapporter au sein de la fédération internationale et de ce programme donc, de tennis anticorruption qui est l'organe qui va contrôler, enquêter et qui va aussi s'occuper de la répression de la corruption dans le tennis. Au niveau belge et au niveau francophone, donc de l'association francophone de tennis, on a toujours été très à l'écoute de nos officiels, mais aussi de nos joueurs. On essaye de les encadrer le mieux possible. La direction sportive, notamment, essaye à chaque fois de bien expliquer à ses joueurs, avant de les envoyer en tournois internationaux, ce qu'il en... Enfin, je veux dire, les tenants et les aboutissants de ces problématiques, parce que forcément, surtout quand on a des joueurs jeunes, mais c'est plus facile, évidemment. D'ailleurs, comment dire, l'exemple que M. Mertens vient de prendre, c'est un joueur de 18 ans. Ben, c'est vraiment ça, forcément. Plus ils sont jeunes et plus on va avoir tendance à tenter de les approcher. Donc, notre direction sportive est très attentive à ça pour que ces joueurs, nos joueurs, soient vraiment au courant de ces problématiques. Et je terminerai en disant que nous aussi, au sein des formations d'arbitres, on le fait dès le début, dès les premières, dès les premiers niveaux. Dès les arbitres que vous allez voir dans vos tournois de club sont déjà informés par rapport à ça. C'est très important maintenant, à la fois au niveau des réseaux sociaux, mais aussi des comptes de paris. Et surtout, on essaye de ne rien banaliser. Parce que si vous avez déjà joué un tournoi de tennis dans votre club, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouviez pas jouer le lendemain. Ok, vous partez en vacances. Normalement, vous êtes walkover. Il faut savoir que 2 walkovers en tennis régional et vous ne pouvez pas jouer la semaine suivante, voire 2 semaines après. Eh bien, certains joueurs demandent simplement au juge arbitre de leur club de mettre un faux score pour
pour ne pas leur permettre de ne pas avoir cette, cette suspension. C'est de la manipulation sportive, c'est ce que nous essayons d'expliquer à tout le monde. Et chaque année, il y a des juges arbitres et des arbitres de petit niveau, de niveau régional ou club, qui sont suspendus par notre fédération parce qu'ils ont fait simplement pour eux, c'est simplement mis un faux score pour qu'un ami puisse ne pas avoir de problème. Mais nous, on sait que c'est de la manipulation sportive et ça, c'est quelle qu'elle soit petite ou grande, qu'il y ait de l'argent ou pas en jeu, c'est inacceptable. Merci beaucoup Cédric, et je crois que la fin de ton intervention est particulièrement intéressante parce que ça démontre que justement, quel que soit le niveau, on ne laisse rien passer et que c'est un phénomène qui gangrène le sport, quel que soit le niveau, et qu'il faut justement agir juste et rapidement pour éviter que ça prenne d'autres proportions. Alors, mauvais jeu de mots, mais le pari ce soir n'aura pas été tenu. On déborde un petit peu des 60 minutes, mais on avait commencé en retard, mais c'est pas grave. Merci à tous en tout cas pour votre présence, votre intérêt, vos interventions aussi. On l'a vu aussi, et c'est confirmé ce soir, c'est que le sport reste au carrefour de nombreux secteurs parce qu'il est populaire, parce que par sa popularité, il tente beaucoup d'influenceurs, il tente beaucoup de personnes qui ont un esprit négatif et qui tentent d'en travestir les missions sociales, les missions sociétales et ces missions sportives aussi. Alors, on l'a vu ce soir, la manipulation sportive, elle est simple et elle est complexe à la fois, parce que cette tentation est facile et aussi malheureusement humaine. C'est un phénomène, on a pu le voir ce soir, qui est pris très au sérieux par l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Il est abordé et cerné de façon globale. Et au niveau de l'ADEPS, on a pris ça aussi en sérieux puisqu'on fait partie de la plateforme nationale, parce que dans les contrats de nos sportifs de haut niveau, il y a une dimension éthique. Cette dimension éthique-là, elle fait partie aussi des formations qui sont données à nos entraîneurs. On dispose également au sein du CAPS, qui est la cellule d'aide à la performance sportive du CAPSI. C'est un service aussi de suivi psychologique et d'aide psychologique à nos sportifs de haut niveau. Et puis alors, avec cette brochure qu'on vous a présentée au tout début de ce webinaire-là, on dispose maintenant d'un outil de sensibilisation, d'information dans lequel on retrouve l'ensemble des informations pratiques et des contacts directs pour pouvoir se faire aider ou alerter l'un ou l'autre des partenaires qu'on a pu vous présenter ce soir. Merci à tous. On reste disponible, bien évidemment, pour répondre à vos questions par mail, par téléphone et autres. Et on vous attend au rendez-vous dans un mois pour un autre sujet. Belle soirée à tous. Merci beaucoup. Merci à vous.